Bonjour chers amis, bonjour à tous et toutes, merci d'être là ce matin, en ce lundi matin. Alors je vous invite bien sûr à partager cette vidéo. Bon, vous connaissez les arguments que je vais employer, je ne vais pas insister ce matin, partagez, abonnez-vous, bon bref, hein, oui, vous savez ce qu'il faut faire pour m'aider dans mon travail. Alors nous allons tout de suite, sans perdre de temps, parce que là j'ai passé quelques minutes à faire quelques réglages. Nous allons parler aujourd'hui alors d'un roi dont on ne voit aucun médaillon, aucune gravure, aucune peinture, rien. Il s'agit de Hugues. Alors Hugues, premier fils de Robert II, dit le Pieux, et de Constance d'Arles. Alors Constance d'Arles, voilà, regardez le gisant, il est très beau, hein. C'est un très beau gisant de la reine. Alors, sacré à Compiègne, il règne conjointement avec son père, mais meurt avant lui. Oui, bon, vous verrez que la vidéo va pas être bien longue, hein, parce que qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, bah, voilà, il a eu un règne court. Bon, alors nous allons faire son parcours, hein, ses titres. Roi des Francs, donc associé avec son père, comme on l'a dit, hein. 19 juin 1017, 17 septembre 1025, soit 8 ans, 3 mois et 6 jours, avec Robert II, dit le Pieux son père. Couronnement 19 juin 1017, prédécesseur Robert II, dit le Pieux, son père, toujours. Et successeur Robert II, le Pieux aussi. Ah oui, parce que oui, lui a survécu. Alors, dynastie des Capétiens, naturellement, non plus robertien, mais bon, il y a quand même une fibre qui demeurera jusqu'à Louis XVI, en fait, hein, sur les robertiens. Alors, à partir des rois. Enfin, après, il y a une branche secondaire qui va jusqu'à Louis XVI. Alors, ça démarre après les. Comment on appelle ça les. Oh, je ne sais plus le nom. Enfin, les. Bon, date de naissance 1007, je l'ai dit. Date de décès 17 septembre 1025. Lieu de décès Compiègne. Père Robert II le Pieux. Mère Constance d'Arles. Alors, biographie rapidement, tout comme son père Hugues Capet avait fait en 987 et, oh là là, et dans le même objectif de maintenir les Robertiens, et oui évidemment, aux commandes du royaume des Francs, Robert II, activement soutenu par son épouse, selon le chroniqueur Raoul Gleber. Qui était Raoul Gleber, on va savoir, hein. Bah, historium, d'accord, il fut sacré roi, d'accord, 1007, d'accord, bon. Et activement soutenu par son épouse, alors je l'ai dit, entrepris à la fin des années 1010 d'associer Hugues au trône par le sacre. Selon Yvan Gobry, historien bien connu, comme vous le savez. Yvan Gobry, né le 8 mars 1927 à Saint-André-les-Vergers, est mort le 3 août 2017 à Paris, et un essayiste et philosophe français. Alors qui renvoie au chroniqueur Raoul Glaber, donc on le dit, hein, les grands du royaume sollicités par le roi en 1017 auraient exprimé leur réticence vis-à-vis de ce projet. Mais à cette date, Robert II était, selon toute vraisemblance, au fait, j'ai allumé moi. Est-ce que j'ai ouvert le. Oui, d'accord. Excusez-moi, hein, il y a un petit truc que je mets en avant. Mais à cette date, Robert II était, selon toute vraisemblance, en position de force au début de l'année 1016. Il contrôlait la province épiscopale de Langres et, quelques mois plus tard, 3 de ses principaux rivaux voisins du domaine royal, les comtes d'Anjou, de Blois et du Maine, avaient vu leur objectif militaire respectif considérablement réduit par la bataille de Pont-les-Voix pour le canton de la Touraine. Excusez-moi, chers amis, je vais mettre une petite vidéo si vous voulez bien. Voilà. Je vais mettre une petite musique, hein, de fond pour égayer un petit peu la discussion, sinon ça va vous sembler être un peu affligeant. Alors bien sûr, bon, je vais pas.
C'est quoi ça? D'accord. Oula. Voilà. Alors voilà, je vais mettre une musique qui va durer un peu longtemps, mais je la couperai, hein, vous inquiétez pas, je vais pas la maintenir bien longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est pas ça. J'espère que c'est pas trop fort, que la musique, que la musique ne coupe pas ma voix. Bon, on va un petit peu baisser là, parce que là, excusez-moi, hein, je fais des petits réglages. Hein. Alors, je l'ai dit, bon, mais à cette date, Robert II était, selon toute vraisemblance, en position de force au début de l'année 1016. Il contrôlait, je l'ai dit ça. Alors, c'est également le moment où l'abbaye de Cluny, dans cette Bourgogne nouvellement conquise, cherche à étendre à l'ensemble du royaume le mouvement de la paix de Dieu. Alors, qu'est-ce que la paix de Dieu? On va savoir ça tout de suite, chers amis. La paix de Dieu est un mouvement spirituel et social des 10e et 11e siècles, organisé par l'Église catholique, évidemment, et soutenu par le pouvoir civil, donc royal. Son but est d'obtenir une pacification du monde chrétien occidental et de maîtriser l'usage de la violence dans la société. Voyons, voyez-vous ça? Alors, la paix de Dieu, donc, lequel invite à une certaine stabilité institutionnelle. Le 9 juin 1017, chers amis, donc Hugues est donc sacré par l'archevêque de Reims à Compiègne dans l'abbatiale Saint-Corneille. Oui, en présence des grands féodaux du royaume, il est alors âgé de 10 ans. Waouh! Dans les années de formation qui suivirent selon Raoul Glaber, Hugues fut soumis par la reine Constance à un traitement très dur et très humiliant que le roi n'a pas freiné. Ah bon? Il avait 10 ans, remarquez. Hein. La sévérité et les privations furent telles que, dans le courant de l'année 1025, alors que Robert II tentait de conquérir la Lorraine, Hugues, alors adulte, a rassemblé autour de lui des compagnons avec lesquels il se lança dans une campagne de pillage des biens appartenant à son père. Waouh, eh ben dis donc. C'est l'évêque Fulbert de Chartres. Voilà, on voit un petit peu la tapisserie, je crois que c'est une tapisserie. Qui, désolé de voir ce jeune roi n'avoir aucun moyen de le défendre contre les attaques du seigneur de Châteaudun, défendit sa cause auprès du roi au travers d'une lettre. D'après Christian, d'après, excusez-moi, d'après Chrétien Psister, dit Christian Psister, oui voilà, qui c'était ça, d'accord. D'accord, et théoricien, historien français, donc à la fois médiéviste et historien de l'Alsace et de la Lorraine. Bon. Hugues rentra alors en grâce, mais le jeune roi Hugues meurt le 17 septembre 1025 des suites, selon Yvan Gobry, d'une courte maladie. Sa dépouille est inhumée à l'endroit où le jeune roi avait été sacré, dans l'abbaye Saint-Corneille, laquelle reçoit de la part de la reine Constance un très important bénéfice dans l'ancien domaine carolingien de Verberie, en échange des prières que le moine ou les moines prononceront pour le repos de son fils, d'accord. Hugues ne s'est pas marié et ne laisse pas de descendance connue. C'est alors son frère Henri, d'accord, qui devient roi associé et qui succédera effectivement à leur père en 1031. Alors, à rapprocher, Hugues de France n'est pas le seul fils aîné d'un roi capétien direct à mourir prématurément. Ainsi, le jeune prince Philippe de France, né le 20 août 1116 et mort à Paris le 13 octobre 1131, est le fils aîné de Louis VI le Gros et d'Adèle de Savoie. Il est sacré et associé à son père en 1129, mais meurt accidentellement 2 ans et demi plus tard. Alors, fils de Louis
VI le Gros, 1080-1137, petit-neveu d'Hugues et d'Adélaïde de Savoie, 1100-1154, lui aussi associé au trône en 1129, mourut 2 ans plus tard à l'âge de 15 ans, en tombant de son cheval perturbé par la présence d'un cochon sur son chemin. Le prénom Hugues fut encore donné à 2 princes royaux, son propre frère Henri Ier nomma ainsi son second fils qui fonda la maison capétienne de Vermandois et se maria avec Adèle de Vermandois, donc la petite fille de Raoul de Crépy. D'accord. Lui-même, le second mari d'Anne de Kiev, ça vous rappelle rien ça, la mère d'Hugues, et Louis VI le Gros l'attribua à son 4e fils né vers 1122 et mort jeune. Après, bon, c'est des notes, hein, voilà, je n'ai pas grand-chose à vous donner. Voilà, chers amis, je crois qu'on a fait rapidement le tour. Hein, je ne pouvais pas... Bon, c'est vrai, quand c'est trop long, je vais beaucoup plus vite, hein, parce que... plus vite, enfin, en vous laissant le temps de lire. Puis de toute façon, ce que je vous donne comme page, vous pouvez toujours la rechercher individuellement chez vous, ou sur votre lieu de travail ou ailleurs, hein, avec votre ordinateur, votre téléphone portable. Vous cherchez sur Wikipédia, vous trouverez le roi qui vous intéresse et de lire plus en longueur ou plus en détail de ce que vous recherchez. Voilà mes amis. Bon, je ne voulais pas, bien sûr... qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah oui. Alors, je voulais quand même... j'ai pas eu le temps ce matin de faire des recherches. Voilà. On va faire ensemble une recherche sur le média 4-4-2, un média du peuple pour le peuple, donc je vous le rappelle. Nous allons découvrir ensemble ce que nous... Alors je vais vous laisser un peu encore la musique. Alors qu'est-ce que nous avons comme titre ce matin? Coup d'état électoral. Ah oui, ça c'est un... Oui, il faut que je vous parle de ça. Ça c'est d'une grande importance au moment où l'Allemagne, dirigée par le chancelier Holz, donc démocrate, hein, je vous rappelle, de gauche, n'acceptera sûrement pas, son gouvernement n'acceptera pas les élections qui vont avoir lieu parce que le parti, je ne sais, FPO, je crois, FPO, je ne sais pas comment on dit en allemand, représenté par une jeune femme dynamique, un petit peu comme un mélange de Mélanie et Marine Le Pen, peut-être encore plus dynamique que eux deux d'ailleurs. Enfin, ça c'est après à voir si elle est élue. Mais si elle est élue, l'élection risque d'être un peu annulée, un petit peu comme ça s'est passé en Roumanie. Voilà, c'est en Roumanie. L'UE, donc l'Union Européenne, viole la démocratie en Roumanie. Perquisition chez le directeur de campagne de Ceausescu après l'annulation des élections. Alors, l'annulation des élections, je crois, mes amis, elle a été annulée par l'Union Européenne, c'est-à-dire par le bureau de la direction ou autour de la direction de Madame van der Leyen. Le 15 février 2025, l'Union Européenne a lancé une perquisition illégale chez le directeur de campagne de Calin, donc c'est la ville de Roumanie, sûrement. Non, Calin Georgescu, non, c'est son prénom et son nom, pardon. Suite à une annulation scandaleuse des élections présidentielles en Roumanie, où Georgescu était en tête. Cette action, suivie d'une série de répressions, met en lumière l'ingérence de l'UE dans la politique intérieure roumaine et des tentatives de museler l'opposition. On va un peu lire un petit peu l'ensemble, si vous voulez, chers amis. Une perquisition scandaleuse, la répression en marche, le 15 février, bon, je l'ai lu. Hein. L'Union Européenne donc a franchi une nouvelle étape dans son autoritarisme en lançant une perquisition violente, excusez-moi, j'ai des petites remontées, et abusive, pourtant j'ai pas bu, hein, j'ai bu qu'un café, mince alors. Violente et abusive chez le directeur de campagne de Calin Georgescu, un candidat à la présidence de la Roumanie, moins de 24 heures après que le vice-président des États-Unis, James David Vance, donc J.D. Vance, ait dénoncé la dérive... 24 heures après que le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, ait dénoncé la dérive totalitaire de l'UE. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez du discours, mais je vais vous passer un extrait tout à l'heure.
Cette action symbolise la volonté de Bruxelles de museler toute opposition politique dans les pays membres. À 6 heures du matin, des hommes masqués ont fait éruption dans le domicile du directeur de campagne utilisant un mandat de perquisition abusif pour semer la terreur psychologique qu'Alain Ceausescu, pardon, pas Ceausescu, Ceausescu, excusez-moi monsieur, je ne veux pas absolument abîmer votre nom, a dénoncé cet acte en ces termes sur X, donc vous savez X c'est Twitter, hein, le média d'Elon Musk, donc, hein. Sans aucune charge, ils ont cherché à instaurer une terreur psychologique insupportable. Cette descente en force visait à perturber la campagne électorale de Georgescu, ici ça c'est Georgescu alors, hein, plutôt Georgescu, et à intimider ses proches et ses soutiens sans aucune preuve de malversation. Les autorités ont saisi des ordinateurs et des téléphones, coupant ainsi les moyens de communication essentiels de l'équipe de campagne. Le but est évident, faire taire une opposition qui dérange. Voilà, alors il faut que j'arrête peut-être un peu la musique là. Voilà. Je suspends quelques secondes, hein, chers amis. Pardonnez-moi. Je reviens ici, c'est quoi ça? Oh, décidément. Pardon, c'est là. On va écouter ensemble, regardez. Bon, c'est en roumain, je suis désolé, je ne peux pas traduire. Hein. Pe ce motiv am întrebat? Voilà, vous voyez, c'est la démocratie de Bruxelles. Que voulez-vous que je vous dise, chers amis? Nous continuons le poursuivant. Alors, j'en suis où là? Au média, il est où le média? Le voilà. Alors, l'annulation des élections, un coup d'État déguisé, bien sûr. Et évidemment, officiellement, c'est pas un coup d'État, mais officieusement, oui. Cet événement se déroule dans un contexte d'abus flagrant. Bon, enfin, chers amis, je vous laisse, ça m'a l'air un peu long. Ah, voilà d'autres images. Ah oui, d'accord, bon. Excusez-moi, je coupe. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est là, X. Non, c'est pas ça. Oh, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est un... D'accord, oui. Bon, où est le micro là que je puisse mettre le son quand même? Ben, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, j'arrive pas à mettre le son. Apparemment, il n'y a pas de son. Oh là 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 là. Et puis là, je peux pas partager apparemment. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe alors? On peut plus partager maintenant. Voilà. Ah, j'ai fait tomber le... Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Bon, je remets la musique. Ici, c'est quoi là? Oh là là là. C'est pas vrai. Oh là là, c'est pas vrai, ça marche mal là. C'est casse-pied, vraiment c'est casse-pied. Hein. Bon, nous revenons ici. Alors je n'ai plus le média, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, le voilà. Enfin non, le voilà, je l'ai retiré. Oh. OBS, ça marche pas très bien. Hein. Voilà, donc on a lu un petit peu les quelques détails. Attendez, je vais quand même y retourner quelques secondes pour voir un peu jusqu'à la fin ce qui est dit. Bon. La lutte pour la démocratie ne fait que commencer. Oui, évidemment. Cet enchaînement d'événements en Roumanie
entre... Oh là 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 là, pétard. La Roumanie... Oh là là, bon. Cet enchaînement d'événements en Roumanie, entre l'annulation des élections et la perquisition abusive, révèle la nature autoritaire d'une Union européenne de plus en plus détachée des aspirations démocratiques des peuples qu'elle est censée représenter. Le peuple roumain, soutenant massivement Călin Georgescu, se voit désormais prise en otage par une élite européenne qui cherche à imposer son propre ordre au détriment de la volonté démocratique. Oui, autrement dit, voilà, c'est fini. Alors, chers amis, bon, on va un petit peu interrompre ici quelques secondes. Pardon, je vous montre la page musicale parce que sinon, je ne peux pas ici enlever cette page sans que le partage. Voilà. Alors maintenant, nous revenons ici. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe d'autre? Clé de l'énigme. Affaire Brigitte Macron. Face++. La technologie de reconnaissance faciale qui embarrasse notre première dame. Alors justement, Face. Alors Face en anglais. Hein, plus, comme on dit en anglais aussi. En fait, est un logiciel de reconnaissance faciale, lequel sert en Chine à un peu partout, les aéroports, les principales artères de la ville, des villes en fait. Hein. Toute la Chine, avec ses caméras de reconnaissance faciale, a ce logiciel Face, plus. En fait, c'est un logiciel dont se sert le forum mondial, vous savez, de Klaus Schwab, justement, qui veulent imposer partout, hein, partout dans le monde, ici avec Bruxelles, dans tous les pays membres de l'Union européenne, ils veulent imposer ce logiciel partout, dans les principales artères des grandes villes, et même des petites villes et villages. Hein. Faites attention, chers amis, ça ne va pas toucher que les grandes villes. Hein. Ça se mettra en place si personne ne fait rien. Apparemment, les États-Unis, bon, bref. Affaire Notre-Dame de Bétarame. Bon, ça c'est l'affaire où je vous en ai parlé. Ici, le discours historique de James David Vance. Une attaque sans précédent contre l'Union européenne, mais ça je vous en ai parlé, je crois. Explosion à Tchernobyl, Moscou dénonce un chantage nucléaire orchestré par Kiev, donc par monsieur, par l'Ukraine, hein, tout simplement. Ici, l'affaire du scandale détournement de fonds publics, en ce moment Jean Castex fait l'objet d'une garde à vue. Alors je ne sais pas si elle a été rompue ou pas, ou si elle se poursuit. Monsieur Castex, d'ailleurs comme tous nos politiques, hein, ce n'est pas ni que Bayrou ni que Jean Castex en fait. Hein. François Bayrou, Jean Castex et d'autres font l'objet, plus ou moins, ou ont fait l'objet pas de perquisition, mais de garde à vue, ou en tout cas de problèmes judiciaires. Bon, ça, évidemment, vous le savez, vous êtes au courant, je n'invente rien, vous lisez certainement les journaux, je ne sais pas lesquels, puis ça ne me regarde pas, voilà. Et puis ici, le scandale Yann Moix et Gérard Depardieu, qui, entre eux, s'entretenaient avec des sujets très trash, comme on dit, hein. Assez vulgaire, je dirais, moi. Mais bon, après tout, cru sur les femmes, bon. Mais surtout, Yann Moix s'est un petit peu relâché. Il pensait que les micros étaient fermés, mais en fait, ils étaient ouverts lors de l'entretien entre les deux hommes. Mais bon, Gérard Depardieu fait déjà l'objet de poursuites, vous le savez. Et Yann Moix, qui se croyait à l'abri, finalement, il a des problèmes et risque de perdre son image qu'il avait auprès d'un public, je crois. Bon, bref. Enfin, bon, on va pas s'étaler là-dessus, c'est pas... Que voulez-vous que je vous dise? Alors ici, je crois qu'on l'a vu, hein, il me semble. Alors, est-ce qu'on a le discours? Oui, on l'a, mais... Alors non, là, c'est Philippot, mais il n'y a que lui qui parle et il ne montre pas d'image. Bon, je vais vous montrer un sujet qui va vous... Oh là, j'ai fait une bêtise, non? Non, ça va. Ça, c'est pas interrompu. Mais on va aller chercher ailleurs, chers amis. Voilà. Voilà. Alors là, je vais interrompre un moment
la musique, excusez-moi. Nous venons ici, voilà, je viens là et je vais vous faire écouter une très 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 courte vidéo. Vous allez entendre, vous n'allez pas voir l'image parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur, hein. Je vais vous donner la source, hein, c'est Trend, voilà, Trend ou Trends, je ne sais pas comment on dit. Je vais voir avec eux là, mais je vais vous mettre la courte vidéo de ce qu'a dit notamment, alors bien sûr Marine Le Pen a pris la parole au tout début, vous allez entendre, hein. Elle est où cette vidéo? Je ne l'ai pas enlevée. Bon ben voilà. Wow. Elle est où? Je vois pas. Voilà, c'est Trend. Alors voilà, je vais vous passer la vidéo. C'est très court, hein. Écoutez bien. Moi, je vous le dis avec force. C'est aux Français de décider qui peuple la France. C'est aux Français de dire qui peut devenir français. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion Oh clinic là là, c'est pas and vrai. silently praying for 3 minutes. Excusez-moi, je reviens un petit peu en An arrière. abortion clinic and silently. Et qu'est-ce qui se passe? And an Army veteran with the heinous crime of standing. Mais il continue quand même, je l'arrête, il continue. From an abortion clinic. Mais c'est pas vrai ça. Silently praying for 3 minutes. A 51-year-old physiotherapist and an Army veteran. The Excusez-moi. British government Non, c'est pas ça. charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran. Voilà, vous lisez bien ici, chers amis, qui a appelé les Européens à changer de cap face à l'immigration. Nous poursuivons. With the heinous crime Ça of marche mal, là. standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions Vous lisez, chers of amis, hein. unvetted immigrants. I just think that people care about their homes, they care about their dreams, they care about their safety and their capacity to provide for themselves and their children. And they're smart. I think this is one of the most important things I've learned in my brief time in politics. Contrary to what you might hear a couple mountains over in Davos, the citizens of all of our nations don't generally think of themselves as educated animals or as interchangeable cogs of a global economy. And it's hardly surprising that they don't want to be shuffled about or relentlessly ignored by their leaders. That it is the business of democracy to adjudicate these big questions at the ballot box. Voilà, chers amis, une vidéo très courte, hein, vous l'avez vu, donc je ne vais pas davantage m'arrêter sur ce sujet, puisqu'il y aurait beaucoup à dire, évidemment. Mais voyez, ce qui se dit à Bruxelles, pardon, à Munich, ce qui s'est dit, la réaction ne s'est pas fait attendre. Je tiens à vous dire, la réaction ne s'est pas fait attendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un journal d'ici, de notre grande partie de l'ouest de notre hexagone, a fait le commentaire suivant: Vance a sidéré les Européens. Vous voyez, ils ont édulcoré le titre pour pas dire le vice-président américain J.D. Vance a accusé l'Europe. Non. A mis en accusation l'Europe. Non, non. Ben non, parce que ça serait contraire aux investisseurs qui soutiennent ce journal mainstream de toute la partie ouest de notre hexagone, hein, pratiquement depuis, on va dire, le bas, hein, Bordeaux peut-être, même un peu avant, jusqu'à la pointe de la Bretagne ou de la Normandie. Vous voyez, c'est vous dire, bon, passons. Bon, y a-t-il autre chose que je peux vous mettre? Non, peut-être pas, il n'y a pas d'autre chose. Bon, chers amis, voilà, je ne veux pas... je vais poursuivre un peu avec la musique, et ce sera en même temps la musique de fin. Voilà. Je pense que je vais garder cette musique, elle est très belle.
Alors oui, bon, c'est des chants religieux, vous me pardonnerez, parce que moi qui suis pas religieux du tout, enfin, pas de cette religion, bon, il y a quand même une certaine beauté, regardez, c'est quand même pas mal, qu'en pensez-vous? Non? Ah, je sais bien, ça fait pas très, voilà, bon, que voulez-vous que je vous dise? Bon voilà, c'est tout chers amis, ce que je voulais vous dire ce matin, je n'ai pas d'autres sujets particuliers à vous donner, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, je reviens un petit peu ici. Je, je me, je me remets en premier plan, excusez-moi, hein. Vous préférez peut-être voir les vitraux de cette belle église, je ne sais pas laquelle d'ailleurs. Alors, les églises ce sont des beaux monuments, hein. Il ne faut pas non plus leur enlever aux chrétiens, aux religieux, cette beauté architecturale, c'est vrai, mais par qui elle a été faite? Ah, je le répète à chaque vidéo, mais que voulez-vous, je suis bien tenu de le dire. La plupart des anciennes églises d'avant le XVIIIe siècle, même, je dirais, surtout avant le XIXe siècle, évidemment, et encore que Victor Hugo nous dépeint certaines... Bon, bref, allez, on va pas trop parler de ça, de Victor Hugo, mais il y a même la plupart des églises, et surtout celles qui portent le nom de Notre-Dame, je sais pas, moi, admettons, je dis une bêtise, hein, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame d'Amiens, et j'en passe. Hein. Ici, dans ma ville de Vitré, il y a une église qui porte le nom de Notre-Dame, mais je suis pas rentré pour voir l'architecture. D'ailleurs, ils nous laissent pas pénétrer dans le clocher, hein. Sauf quand il y a, vous savez, ces journées des monuments au mois de septembre, mais c'est souvent des journées du monument assez dirigées, hein. Ils se gardent bien de vous montrer. Mais je pense qu'on peut apercevoir quelques signes odiniques, hein. Bon, si vous voulez savoir ce que sont les signes odiniques, allez sur la chaîne de l'Aigle de Normandie, Pagan TV ou viking.com, son blog, hein. Ou sinon, allez tout simplement chercher vous-même quels sont les symboles odiniques et vous verrez tous les signes. Alors moi je ne les connais pas par cœur, hein. Voilà. Et je vais peut-être, si vous me permettez, chers amis, on va faire ensemble. Alors. Oh là 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 là. Caractère. Oh là 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 là, mais c'est pas... Ah oui, c'est bon. Excusez-moi, hein. Je suis un peu... L'unicité, définition, simple, effacer le dictionnaire. Caractère, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, il ne donne pas les réponses que je tape à ma demande, vous voyez? C'est incroyable, hein. Incroyable. Ils ne donnent pas du tout le caractère de ce que je cherche, mais ils sont vraiment... Enfin, j'espère que là, j'ai mieux tapé, peut-être. Ah, voilà. Dictionnaire, ça donne quoi? Alors, dictionnaire, je me méfie parce que, bon... rune, viking, voilà. Je vais vous montrer si je peux, hein, je ne sais pas, chers amis. Hein. Je vous promets rien parce que nous sommes quand même encore sous l'ère chrétienne, qu'on le veuille ou pas, même s'ils se disent laïcs, mais on sent que... Ah ben voilà, c'est esprit viking de l'Aigle de Normandie. Bon, je ne sais pas s'il m'autorisera. Voilà, chers amis, un petit peu là, je vous le partage, si vous voulez, s'il veut bien, Oleg. Pardon, hein, Oleg, je ne prends pas ton travail, mais... Voilà, vous avez ici les noms, mes rues... alors moi, je n'avais pas à lire, hein. Voilà un petit peu, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a 24 lettres odiniques, donc de caractère d'Odin, de la religion odinique, pardon. Alors Dreuz, voilà, c'est, voilà, vous avez les explications. Les runes des Vikings et leur utilisation courante. Alors, vous avez ça surtout et notamment dans des églises gravées sur la pierre ou alors gravées sur les poutres, vous savez, les transepts des églises ou les clochers ou des châteaux. Parce que dans les châteaux, notamment celui proche de chez moi, enfin des Pays de Loire, hein, je ne sais plus exactement, le château de Chambord d'ailleurs, de François Ier, ou même François Ier, vous voyez, un roi du XIIIe siècle, je crois. Oui, il a laissé des gravures, mais bon, il faudrait voir sur Pagan TV, ce serait mieux expliqué, je crois. Voilà les signes encore. Bon, moi je vais garder ça parce que ça m'intéresse au plus haut point. Voilà. Voilà, je remets mes lunettes. Excusez-moi parce que ça, avec mes lunettes, je peux pas lire. Voilà. Voilà, chers amis, nous avons fait à peu près le tour. Hein. Je peux pas. Bon. Alors, je vous ai fait écouter un extrait du discours de J.D. Vance, transmis par Trend, de la chaîne Trend, dont je remercie et la chaîne et son directeur ou directrice, je ne sais pas qui c'est. Je le connais pas, mais enfin, je connais pas, j'ai pas vu son nom. En tout cas, je le remercie. J'ai partagé sa vidéo parce que c'est une chaîne vraiment très intéressante avec des informations courtes mais alors tellement percutantes que c'est à vous estomaquer quoi. Voilà chers amis, donc je vous souhaite un bon début de semaine puisque nous sommes lundi, je vous l'ai dit, hein, vous avez repris votre travail ou vos recherches d'emploi peut-être chers amis pour ceux qui ne sont pas en poste, hein. Et puis pour les artisans commerçants, je les salue. Ceux qui me regardent, je leur souhaite beaucoup de réussite, même pour ceux qui cherchent du travail ou un poste ou une création d'emploi ou une création d'entreprise, je leur souhaite beaucoup de courage et de réussite évidemment, hein. Alors soyez heureux bien sûr chers amis en famille, je le dis souvent et je terminerai par là, soyez heureux en famille, soyez remplis de bonnes intentions, de compassion, d'empathie, hein. L'empathie c'est avec les amis aussi, vos meilleurs amis, mais même tous les autres, hein. Et sur les collègues sur votre lieu de travail, bureau ou chantier ou usine, hein, là où vous soyez, tâchez de vivre dans la concorde, l'empathie, la bonne humeur, en souhaitant beaucoup de succès aux uns et aux autres dans leur domaine respectif. Et pour ceux qui sont vos adversaires, il y en a, hein, que voulez-vous, on ne peut pas plaire à tout le monde, eh bien, tâchez de leur montrer votre bienveillance. Ça va les désarmer, je vous assure, ça les désarme, et ils ne vont pas vous tenir tête bien longtemps, croyez-moi. Mais si vous répondez, voilà, moi c'est ce qui m'arrive encore, malheureusement, des fois je réponds par des provocations, évidemment. Que voulez-vous, il ne faut pas non plus que je m'attende à du calme, hein. Alors pour justement désarmer quelqu'un qui vous fait des entourloupes, soit directement ou indirectement, ou que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui c'est, mais tâchez de ne pas répondre par une bêtise du même ordre que celui ou ceux qui vous les font, hein, sinon on s'en sort pas quoi. Et c'est la meilleure façon de les désarmer, croyez-moi. Parce que souvent la plupart sont des idiots, ou des idiotes, je ne sais pas. En tout cas c'est des idiots, et ils ne méritent pas votre attention, votre bienveillance par contre. Alors si, soyez bienveillants, si un jour vous les rencontrez, que vous le tombez dessus, alors là vous les prenez comme on dit au collet, hein, au paletot, hein, vous les prenez au collet et là vous leur dites bon maintenant on va s'expliquer. D'accord? Essayez de ne pas rentrer dans son jeu. Sauf si vous agresse, alors là évidemment, je vous laisse juge et libre de répondre de la manière la plus appropriée. On se dit à très bientôt, chers amis. Voilà, je ne veux pas non plus trop anticiper. Bon, voilà, ça sert à rien. Allez, on se dit à bientôt. Ciao. Au revoir, pardon. Bah, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais j'ai pas arrêté. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dingue. Non mais vous voyez, c'est fou, hein. Ça marche mal.
Voilà, je vous laisse un petit peu, quelques secondes encore, 2-3 minutes avec cette belle musique, ce fond de vitrail. Écoutez, je n'ai pas par habitude, je suis pas du tout je suis plus dans cette religion, je l'étais, hein, je vous le cache pas, mais quand j'ai appris l'histoire, bon, j'ai fait mes propres recherches. Je vous invite à faire vos propres investigations. Croyez-moi que ça en vaut la peine. Après, je ne vous reproche pas d'être chrétien, musulman ou de l'autre religion, la troisième. Bon, voilà, vous savez de quoi je parle. Il n'y a que 3 religions abrahamiques. À vous de faire la part de ce dont je ne veux pas donner comme nom, parce que maintenant, tout est détourné de la droite raison par le, comment ils appellent ça, le, le fact-checking. Vous savez ce que c'est que le fact-checking? C'est en fait de vérifier tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, essayer de lire entre les mots de tout. Oh, bon, bref, c'est un truc de gauche, quoi, on va dire. Hein. C'est à la Soros, c'est avec des gens comme ça qui, voilà, ils vous mettent en place des officines, des groupes de recherche sur vos vidéos, sur vos médias, voilà. Ne vous laissez pas déborder par ça, chers amis. De toute façon, on a les lois pour nous. Enfin bon, je ne sais pas si vous faites vos propres recherches. Moi, je fais les miennes. Je vous invite à chercher le droit juridique, mais non pas les textes officiels sont fallacieux, illégaux, mais à vous d'en démontrer calmement, juridiquement, les malversations, les mauvais côtés de ces fausses lois qui sont d'une constitution fantôme. Voilà, chers amis. J'arrête de bavarder, je vous laisse quelques secondes d'écouter et je vais couper. À bientôt, au revoir.